Retour sur le plateau de Politique en compagnie de Jean-Marie Colombani de Slate.fr et notre invité Bernard-Henri Lévy pour son film donc Peshmerga qui sort le 8 juin prochain. Vous étiez, donc on va voir ces images peut-être à Cannes, avec justement des généraux Peshmerga, des Kurdes irakiens que vous avez suivis pendant 6 mois sur la ligne de front du sud au nord. Alors, on va continuer d'en parler. Il n'y a pas que des généraux. Là, Oui. Celui que nous venons de voir à l'instant, c'est Oui. Alaa Tayeb. Oui, C'est un de mes 3 chefs opérateurs. oui. Olivier Jacquin, Camille Otto, Alaa Tayeb, qui a été grièvement blessé pendant le tournage. Oui. Voilà. Et qui, heureusement, là, Va mieux. il est remis. Il est guéri. Mais voilà, c'est l'émotion qu'il manifeste là, c'est ça, quoi. C'est tous ces souvenirs qui nous sont revenus. Lui, effectivement, le camion a sauté sur une mine et il a été éjecté. C'est devenu, par la force des choses, par l'horreur des choses, une scène du film. Il était dans un pick-up, enfin sur le marchepied d'un pick-up en train de filmer. Le pick-up a sauté sur une mine. Les 3 Peshmerga avec lui sont morts. Et lui a été éjecté, a eu l'épaule arrachée. Admirablement opéré par des chirurgiens. Vous faites venir un ami et par des chirurgiens français, le docteur Jacques Berès qui est venu. On voit dans votre film aussi. Voilà, on voit tout ça dans le film. Mais alors, pour moi, voir ça, c'est vrai que c'est une grande émotion. Au début du film, vous montrez les images d'exécution de Daesh sciemment et vous dites dans le fond, on n'a pas envie de voir cette violence, on ne veut jamais regarder l'horreur en face. C'est vrai que nous, journalistes, nous floutons la plupart du temps les images d'exécution, de ce que fait Daesh. Est-ce que vous considérez que parfois, quand vous faites cette petite critique, ne pas regarder l'horreur en face, est-ce qu'il faudrait parfois... C'est une question de distance, de bonne distance et de bon dosage. Il peut y avoir une obscénité à montrer ces images. Et l'obscénité, elle vient quand? Elle vient quand on s'y attarde, elle vient quand on ne les contextualise pas, et elle vient quand on ne trouve pas les mots pour désigner l'horreur qu'elles doivent inspirer. Là, on est dans l'obscène. Mais quand on le fait, comme j'ai essayé de le faire, brièvement, en les contextualisant et en trouvant, j'espère, les mots qui empêcheront l'adhésion qu'elle pourrait provoquer, là, je crois qu'il faut le faire. Et là, la phrase « Regardez l'horreur en face », c'est pour moi une devise depuis 40 ans, depuis l'époque de Solzhenitsyn. Alexandre Solzhenitsyn, à propos du goulag, disait ça. Il recommandait à l'Occident, il disait « Votre maladie, c'est que vous ne savez plus regarder l'horreur en face. L'horreur, c'est comme le soleil et comme la mort. C'est difficile de les regarder en face. Il faut néanmoins s'y employer. » Et je le crois. La difficulté pour les médias, mais c'est juste une parenthèse, c'est que cette horreur sert d'instrument de propagande. Ça dépend comment. Là, si, parce que les Daesh, justement, diffusent à profusion ces vidéos pour recruter. Donc c'est tout le dilemme des médias, d'ailleurs. Mais c'est pas le dilemme, c'est le réglage. Je ne pense pas que les 3 plans qui sont dans mon film... Non, il ne s'agit pas de votre film. Là. Je sais, mais la manière dont c'est fait, je sais, très difficile de les utiliser dans une propagande de Daesh. Croyez-moi, on verra. Voilà. Oui. Non, mais ça veut dire que c'est un travail de responsabilité, un travail intellectuel qui nous incombe à tous, preneurs d'images, monteurs d'images, présentateurs d'images, metteurs en scène d'images, montrer l'horreur sans le faire de manière complaisante et en faisant en sorte qu'elle ne puisse pas servir d'aliment à la propagande des salopards. Revenons donc au Peshmerga, sur le terrain, à ces soldats qui se battent. On les aide. Quand je dis on, c'est européens, américains. À vos yeux, sont-ils aidés suffisamment? On le voit donc à travers les bombardements qui peuvent accompagner leurs opérations militaires. Mais par ailleurs, dans les discussions qu'ils ont avec vous, que les officiers généraux ont avec vous aussi, on voit bien qu'ils sont toujours en demande d'armements supplémentaires, etc. Est-ce que nos aides sont bien calibrées à vos yeux, de ce que vous avez pu observer sur le terrain? Moi, de ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a des secteurs du front, je ne dirais pas lesquels, mais sur les 1000 km de front, il y a des secteurs où s'il y avait une attaque massive de Daesh, les Peshmerga n'ont pas les moyens de la repousser. Voilà. Alors je pense que... je sais que ce n'est pas partout comme ça, oui, mais il y a clairement des endroits où ils n'ont pas assez de munitions, assez d'armements lourds pour les repousser.
Autre chose que je peux vous dire, il y a une scène dans le film que j'ai eu la très grande chance et le très grand honneur de pouvoir tourner. C'est un petit groupe de généraux qui prépare une attaque. L'attaque sur un village qui s'appelle Al-Bou Mohammad. Et on voit un groupe de généraux qui inventent une stratégie. Ils sont sur une sorte de butte de terre et ils préparent l'attaque. Est-ce qu'on passe à droite? Est-ce qu'on passe à gauche? Ou est-ce qu'il y aura le moins de poussière? Etc. Et à un moment donné, moi je trouve ça bouleversant, ils font le compte de l'armement disponible. Oui. Et là, franchement, pour qui on s'aperçoit que le nombre de Milan, il les compte sur le doigt d'une main, les Milan qui sont des missiles philo-guidés. Le nombre de camions, il se compte sur les doigts de l'autre main. Il faut les faire revenir du régiment X au nord ou Y au sud. C'est franchement le minimum. Mais qu'est-ce qui... Oui. La pénurie. Mais qu'est-ce qui explique cela? Puisqu'on parle beaucoup de pénurie ces temps-ci, on voit la ligne. Qu'est-ce qui explique cela à vos yeux? Est-ce qu'il y a toujours une sorte de timidité des Européens comme des Américains, toujours sur ce terrain, pour ne pas se brouiller trop fort avec la Turquie, que sais-je? On ne veut pas se brouiller trop fort avec la Turquie, on ne veut pas se brouiller trop fort avec Bagdad, avec l'Irak. Avec l'Irak, il y a peut-être et avec l'Iran, par conséquent. Il y a peut-être des armes dont on est en train de se rendre compte qu'elles ont été livrées à la mauvaise adresse, qu'elles ont été livrées à l'État central irakien, dont le KRG kurde est censé faire partie, mais elles sont peut-être restées à Bagdad. Oui. Il y a tout un faisceau de choses. Et vous savez, la diplomatie, fût-elle internationale, fût-elle la diplomatie des grandes puissances, elle est fragile, elle est incertaine, elle est faillible, elle s'improvise elle aussi. C'est comme les généraux sur la petite butte de terre. Les grands diplomates américains et français, ils sont souvent dans la même situation. Mais ce qui est paradoxal, c'est que sur le terrain, Daesh existe toujours. On dit que Daesh a reculé, mais Daesh existe toujours. Or, sur le terrain, il y a donc sur cette ligne de front les Peshmerga. Sur le terrain, il y a aussi des miliciens chiites iraniens qui combattent. Il y a aussi, normalement, les troupes irakiennes. On va le voir sur Raqqa, si elles sont ou non efficaces. Il y a aussi, secondairement, des troupes syriennes affiliées à Bachar el-Assad et des avions russes. Et malgré tout cela, l'État islamique, dit islamique, est toujours debout et a toujours sa capitale, Mossoul. Est-ce que tout le monde a le même but de guerre? Est-ce que vous êtes certain, moi je suis certain du contraire, que Bachar el-Assad a vraiment intérêt à détruire Daesh? Est-ce que vous êtes certain que le but principal de M. Poutine, lorsqu'il a lancé son aviation dans le ciel syrien, c'était de détruire l'État islamique? Je crois pas. Poutine, c'était pour protéger Bachar el-Assad. Pour protéger Bachar el-Assad, pour détruire l'opposition modérée ou plus modérée. Et au contraire, on a toutes les preuves aujourd'hui, pour maintenir cette espèce de double monstrueux de Bachar el-Assad qu'est l'État islamique et qui lui permet de se maintenir. Donc Daesh est instrumentalisé? Ah, Daesh, oui. Daesh est instrumentalisé, en l'occurrence, par Bachar el-Assad. Je crois vraiment. Il y a un personnage de mon film, un père dominicain, qui parle merveilleusement français et qui dit Daesh est apparu et va disparaître aussi vite que... Il est apparu. Daesh est apparu soudainement et Daesh disparaîtra soudainement. Il est optimiste. Il est optimiste. Mais surtout, ce qui est sous-entendu là, c'est vrai que Daesh est une création récente. Et c'est vrai qu'il s'est inventé dans le miroir de Bachar el-Assad. C'est vrai que tout ce que l'on sait de la façon dont Bachar el-Assad a vidé ses prisons, tout ce que l'on sait de la façon dont il a épargné les zones tenues par les djihadistes, etc., fait qu'on n'a plus que des soupçons aujourd'hui sur cette espèce de parenté, de gémellité atroce entre les deux. Et alors, pour reparler donc... Les Peshmerga, c'est ça qui est assez émouvant aussi dans votre film, c'est qu'ils protègent les yézidis, les chrétiens et les yézidis qui sont bien sûr massacrés par Daesh, et ce sont les protecteurs de ces yézidis et des... Oui, avec les Kurdes syriens, la grande bataille de l'hiver, la dernière bataille dont mon film témoigne, c'est la bataille de la capitale des monts Sinjar. Les monts Sinjar qui ont été le théâtre d'abominations. Le sort des yézidis est vraiment quelque chose qui passe l'entendement. Je sais que les yézidis demandent aujourd'hui à ce que la qualification de génocide soit reconnue au massacre dont ils ont été l'objet. Je pense qu'ils n'ont pas tort. Et dans ce sauvetage des populations yézidis, en effet, ont été là
les Kurdes syriens d'un côté et les Kurdes irakiens de l'autre. Et la prise de Sinjar a été menée par les Peshmerga, c'est-à-dire les Kurdes irakiens, et par certains bataillons des YPG, les Kurdes syriens. J'aimerais continuer peut-être sur la question que vous a posée Jean-Marie tout à l'heure, ce qui concerne la Libye, qui est aujourd'hui un pays éclaté, perdu dans un jeu d'alliances tribales, politiques, et selon l'expression de Le Drian, le ministre de la Défense, est devenu un hub terroriste. Et l'Italie, par exemple, voudrait intervenir. Alors, vous, c'est vrai que vous avez influencé Nicolas Sarkozy, on vous l'a reproché. Et pourtant, dans votre livre, vous étiez venu en 2011, lorsqu'il est sorti, quand votre livre La guerre sans l'aimer, vous écriviez « J'ignore si la Libye de demain tiendra toutes les promesses de son printemps », parce qu'il ne faut pas oublier que c'était au lendemain des printemps arabes. Ça veut dire que vous aviez comme une intuition qu'on faisait une bêtise ou... Pas du tout. Non, je n'avais pas pas une bêtise, je ne l'ai jamais pensé et je ne le pense toujours pas. Mais j'avais une erreur politique. Non plus. J'avais non seulement l'intuition, mais la certitude que la démocratie, c'est pas du presse-bouton, ça ne tombe pas du ciel, qu'il y faut une patience, il y faut une invention politique et il y faut une aide très déterminée de la part des alliés. La seule erreur qui a été commise en Libye, c'est pas d'aider les Libyens à se libérer du dictateur, c'est de ne pas aider les Libyens à faire du nation building, à construire un État qu'ils n'avaient jamais eu. C'est-à-dire, en gros, la seule erreur, ça a été de la part de leurs alliés de dire « Kadhafi est tombé, notre tâche est terminée, on se lave les mains de la suite ». Voilà l'erreur de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Pas de suivi politique. Ce qui s'est passé au Mali, ce qu'a fait François Hollande, avec un processus politique derrière, ce qui a manqué. Ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il faut intervenir en Libye, de nouveau ? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, et c'est une intervention d'une nature différente. C'est un secret de polichinelle, il y a des éléments au sol, il y a un appui aux brigades libyennes qui sont en train de déloger Daesh de Sirte, qui les ont délogés de Derna, qui les ont délogés de Benghazi. Il y a eu des reportages très impressionnants chez vos confrères d'e-télévision ces derniers jours où on voit Benghazi délivré de l'emprise djihadiste. Voilà. Donc c'est l'œuvre du peuple libyen qui, je crois, dans de grandes proportions, ne s'est pas débarrassé d'une dictature pour tomber sous le joug de la dictature islamiste, et puis aussi d'un soutien qui a fini par se réveiller international. Et comment vous jugez l'attitude de la France aujourd'hui vis-à-vis de ce qui se passe donc en Syrie, en Irak, auprès des Peshmerga? Est-ce que vous considérez que l'aide est suffisante, la conscience est suffisamment? Est-ce qu'on avait évoqué une possible intervention à l'été 2013, qui a été refusé par Barack Obama? Est-ce que vous êtes de ceux qui dataient, au fond, l'aggravation des choses de ce retrait soudain américain? Le 29 août 2013 ou le 30 août 2013 est une date noire dans cette histoire, une date sombre, parce que c'est le moment où les États-Unis, après avoir dit qu'il y avait une ligne rouge, et que si elle était franchie, la ligne rouge de l'emploi des armes chimiques, armes interdites depuis un siècle, exclues. Les États-Unis avaient dit, si cette ligne est franchie, vous allez voir ce que vous allez voir, l'Occident interviendra. La ligne rouge a été franchie et Barack Obama a dit, excusez-nous, on s'est trompé, vous pouvez circuler, il ne vous arrivera rien. Ce jour-là, ça a été une mauvaise action de l'Amérique de Barack Obama. Et puisque vous me posez la question sur la France, elle, s'est plutôt bien conduite. Les avions français étaient au bord de décoller. La France était en train de prendre ses responsabilités et je crois savoir, je le lis comme vous dans les journaux, que le président Hollande regrette amèrement aujourd'hui encore cette volte-face américaine. N'en aurait-il tenu qu'à la France que Bachar al-Assad aurait été sanctionné pour l'usage des armes chimiques, que peut-être le flux des réfugiés syriens se serait arrêté et que peut-être Daesh ne serait pas né. Alors, on va passer, si vous le voulez bien, à un peu d'actualité. Il nous reste quelques minutes. Donc, l'Europe a vécu une affluence, ou vit une affluence quasi inédite de réfugiés, de migrants. Bon, alors, excepté l'Allemagne, les pays européens... Dans leur grande majorité syriens, encore une fois. Grande majorité syriens, c'est-à-dire fruit du chaos créé par Bachar al-Assad et Daesh. Absolument. Donc l'Allemagne, on a vu peu de solidarité européenne. On a plutôt vu des pays qui se barricadaient, qui fermaient leurs frontières. Aujourd'hui, d'abord,
comment regardez-vous ce phénomène et comment vous expliquez, vous qui êtes philosophe, que dans les années 70, il y avait Sartre et Aron qui défendaient les boat people. C'était des voix qui portaient. Et aujourd'hui, excepté le pape, en France, aujourd'hui, pas beaucoup de voix. Il y a la vôtre sur les Peshmerga, j'ai entendu sur la Bosnie à l'époque, voilà. Aujourd'hui encore sur les. Voilà, mais par exemple, comment vous expliquez ce silence, ce manque de solidarité? D'abord, je la trouve atroce. Je pense que l'Europe est en train de mourir de ça. J'ai écrit il y a quelques années un texte de théâtre qui s'appelait Hôtel Europe, où je voyais venir cette espèce de décomposition de l'idée et de l'idée européenne. Et hélas, nous y sommes. Pardon. Pas partout. Non, mais l'Europe. On ne peut pas dire que l'Allemagne tourne le dos aux idéaux européens. Je trouve que l'Allemagne. On peut le dire de l'Autriche, mais pas de l'Allemagne. Voilà, oui. Je pense que moi, je suis de ceux qui pensent que Mme Merkel a été magnifique dans cette affaire. Alors avec maladresse, là encore en improvisant dans le réel et dans le tragique de l'histoire, mais elle a eu des réflexes magnifiques. Mais l'Europe comme telle est incapable d'imposer ses quotas, est incapable d'imposer sa loi, est incapable. Donc, je pense que l'Europe est en train de subir les coups de boutoir de ça. Donc, avant de l'expliquer, je le déplore. Comment je l'explique? C'est vrai qu'on a affaire à un phénomène tout de même d'une ampleur sans précédent. Par rapport à l'époque des boat people. On a affaire à une espèce d'immense migration d'un pays tout entier qui fuit cette mâchoire dont nous parlions tout à l'heure, Bachar al-Assad et Daesh. Et au crédit des États européens et de l'Europe, je dirais que c'est vrai que c'est assez difficile de trouver les solutions. La vraie solution, elle est là-bas. Elle est en Syrie et elle est en Irak. C'est de défaire Daesh, c'est de continuer d'affaiblir Bachar el-Assad comme on l'avait commencé, et c'est de ne pas laisser M. Poutine faire la loi. Parce qu'au fond, vous savez, moi je pense depuis très longtemps que la Russie de Poutine a un objectif, qui est d'affaiblir l'Europe. Il l'explique d'ailleurs. Qui est de l'affaiblir par tous les moyens. Il explique. Il y a une théorie poutinienne qu'il a exprimée lui-même, qu'ont exprimé ses intellectuels, parce qu'il en a, qui est que la Russie doit se venger de l'Europe qui a participé à la chute de l'Union soviétique. Cette affaire syrienne et cette crise des réfugiés, cette façon de faire en sorte ou de laisser des millions de pauvres gens s'arracher à leur maison, ça c'est peut-être le fin du fin de la stratégie poutinienne. C'est sûrement en tout cas une victoire pour Poutine. Quand il voit ce qui se passe en Autriche, quand il voit ce qui se passe en Hongrie, quand il voit... je pense, il suffit de lire les journaux à la solde du régime poutinien pour voir qu'il s'en frotte les mains. On va peut-être passer à la... Donc défaite de l'Europe en partie, mais grande victoire de Poutine. À l'actualité française en 2007, vous avez publié ce grand cadavre à la renverse, où vous annonciez la mort du Parti socialiste. En tout cas, vous dressiez un réquisitoire terrible contre la gauche. Cependant, François Hollande a gagné en 2012. Vous trouviez la gauche en décomposition lorsqu'elle était dans l'opposition. Est-ce que que diriez-vous aujourd'hui de la gauche qui est dans l'exercice du pouvoir ? Je pense, comme Manuel Valls, mais moi, je le dis depuis extrêmement longtemps, qu'il y a deux gauches irréconciliables. Oui. Voilà. La gauche social-démocrate et la gauche qui veut mettre la France à genoux et qui veut amener le président de la République et le Premier ministre à genoux aussi, c'est deux gauches absolument différentes. Voilà. On ne parle pas de la même chose. Il y a une gauche libérale d'un côté et une gauche qui n'en a pas fini avec la tentation totalitaire de l'autre. Donc cette idée que tout ça formerait une gauche, cette idée est morte depuis longtemps. C'est ça que ça disait le grand cadavre à la renverse, c'est qu'il n'y a pas une gauche dont la main gauche serait ou droite serait la social-démocratie et l'autre main serait le totalitarisme. Donc cette idée-là, la gauche, la grande famille de la gauche, abritant les communistes, les mélenchonistes, les social-démocrates, oui, elle est morte depuis longtemps et il est souhaitable qu'elle soit morte. C'est juste qu'elle soit morte. En attendant, cette extrême gauche continue à parler de sociotraîtres, dénonce la traîtrise de Hollande. C'est le discours des années 30 au fond, et c'est toujours de combattre prioritairement la gauche de gouvernement, alors que le problème du moment, c'est plutôt la montée des extrêmes droites partout. Partout, et pas seulement les vrais en France. sociotraîtres, c'est ceux qui s'accommodent et qui se réjouissent au fond, enfin qui s'accommodent en tout cas, disons, qui s'accommodent
de la montée du Front National. Les vrais sociotraîtres, et ce sont ceux qui se moquent éperdument du fait que le chômage est baissé de 0,8% le mois dernier et qui, pour sauver leur boutique syndicale ou leur ligne dans le syndicalisme français, sont prêts à ce que les travailleurs en fassent les frais. C'est ça la vraie trahison. Les vrais sociotraîtres, ils sont au cœur de cette frange ultra de la CGT. Voilà les sociotraîtres. Et là, aujourd'hui, est-ce que vous pariez sur un gagnant et un perdant entre le bras de fer entre le gouvernement et la CGT? Il y aura un perdant? Je parie sur rien. Vous savez, je ne sais pas. Je dis simplement que... Vous avez des intuitions Oui. Bon. Certains ont le souci de... Je pense que Valls, Madame El Khomri et les rédacteurs de la loi ont le souci des travailleurs français. Voilà. Et de l'emploi, de réduire le chômage, de faire en sorte que cette horreur, cette calamité qu'est le chômage se réduise. Ils ont le souci. Je pense que les gens qui disent qu'ils veulent mettre le pays à genoux, qui veulent bloquer les raffineries pour bloquer les raffineries, ils se moquent éperdument de la réduction du chômage. Voilà, ça j'en suis... Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. Je vous renvoie à votre livre qui est paru il y a quelques mois, L'esprit du judaïsme, chez Grasset. Et puis bien sûr, votre film Peshmerga qui sort le 8 juin. Et il faut le voir. C'est un très beau film. Vous ne mettez pas beaucoup en scène cette fois-ci. Voilà, c'est vraiment un très beau film. Je mets en scène les Peshmerga. Absolument. Merci. C'est un documentaire engagé. Absolument. Merci beaucoup, merci d'être venu. Merci à Laure Wagner d'avoir préparé cette émission et à l'équipe technique. Merci.